234e numéro d'Envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonsoir. Et tout d'abord, comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe d'Envoyé spécial mes meilleurs vœux pour 1996. Une année qui commence dans la résonance d'un événement qui aura marqué la fin de 1995. Je veux parler du massacre ou du suicide collectif, l'enquête le déterminera, de 16 personnes appartenant à la secte du Temple solaire. Il se trouve qu'au moment où cette tragédie se produisait, nous terminions la réalisation d'un reportage sur la naissance d'une secte. Notre objectif, il y a 4 mois, lorsque nous avons commencé le tournage, c'était d'essayer de comprendre ce qui pouvait bien se passer dans la tête d'un homme ou d'une femme apparemment normal, pour laisser tomber travail, famille et amis et suivre à la lettre les préceptes d'un gourou. 4 mois de travail pour pénétrer le groupe et vivre de l'intérieur les pratiques et les rites de la secte. 4 mois pour mieux cerner un phénomène que nous ne cessons de dénoncer dans ce magazine. Voilà pourquoi nous avons décidé de changer notre programme et de vous présenter ce document. Le groupe que vous allez voir n'a pas de lien direct avec l'ordre du Temple solaire, mais on y retrouve les éléments communs à toutes les sectes. L'obéissance absolue des adeptes à la parole du gourou, la toute-puissance de celui-ci et la certitude que la société est mauvaise, qu'elle menace le groupe constitué. Encore une chose, certaines scènes que vous allez voir peuvent prêter à sourire. Rappelez-vous simplement que nous sommes au début d'un engrenage infernal, aux conséquences parfois dramatiques. Voici Naissance d'une secte, un reportage de Jean-Marie Ozat avec un commentaire de Florence Mavic. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis de ceux qui ont tout laissé pour rejoindre leur guide, une femme. Pour elle, ils ont abandonné leur ancienne vie. Famille, amis, maison, argent, tout a été sacrifié contre une promesse, échapper à l'apocalypse et devenir le peuple élu. Bienvenue au paradis de la communauté Horus, un royaume gouverné par celle qui se fait appeler Maïté. Des chants qui nous viennent de la terre, c'est comme si la terre nous demandait de chanter cette terre pour qu'on puisse amener la construction, qu'on puisse la réparer, qu'on puisse l'aider à supporter les déchets de l'homme. Moi je pense que l'homme devient un déchet. L'homme est totalement devenu un déchet lui-même parce que quand on s'aperçoit que dans son esprit détruit continuellement, on est en train de se dire l'homme est en train de représenter par ses déchets ce qu'il est lui-même sur cette terre. C'est le chant du peuple qui veut construire. Voilà, j'ai un dessin là qui est juste, voilà, il y a un point là. Alors, les baguettes doivent toujours être en équilibre, et tu as vu, à l'extérieur, Silence, le gourou se branche sur les énergies de la terre. Voilà, j'arrive sur le dessin. Là, voilà. Et tu vas voir que... Ce pied, c'est celui de Maïté Castano, 51 ans. Je cherche l'énergie qui se trouve et mes baguettes bougent à chaque fois que je suis tombée sur l'énergie. Autrefois, Maïté fut agent immobilier, puis ancienne animatrice radio, conférencière sur les médecines douces, etc., etc. Depuis un an, la voici promue gourou. Sous son influence, 60 adultes et 20 enfants. Le groupe vit à la Coucourde, un petit village de la Drôme. La coccinelle représente la terre au niveau symbolique et l'abeille représente le feu de la terre. Le secret de Maïté, c'est la science des ondes de forme. Que celui de la coccinelle. Une pseudo-science miraculeuse que Maïté affirme avoir redécouvert grâce à un dialogue avec les grands esprits de l'Égypte ancienne, de la civilisation inca et des forces de l'univers. Je descends très profond en moi-même et au moment où je suis là où il faut, pour cette énergie, je vais pouvoir la décrypter. Donc je fais le dessin et ce dessin, je le ressens dans mon corps. Et là, on est en train de me montrer que la puissance de la Terre est ici, tu vois. Alors donc j'ai très mal à ma cheville pendant que je dessine.
tu vois. Essayons d'y voir plus clair dans les révélations de Maïté. Ma cheville gauche, et le côté gauche, c'est le côté terre, c'est le côté négatif du corps. Et donc, c'est la puissance de la cheville. Donc, cette énergie me dit, bon, bah, c'est une puissance, cette onde de forme correspond à la Des heures passées à écouter Maïté ne nous ont pas permis de comprendre quoi que ce soit au secret de l'univers, son univers. Je vais aller encore plus loin pour ressentir au niveau de mon corps jusqu'où je peux aller avec ces énergies et qu'est-ce qu'elles vont me dire. En fait, l'unique science de Maïté, c'est celle des mots. Et par mon corps, je peux décrypter. Des heures durant, elle est capable de parler, d'amalgamer entre elles des dizaines d'idées empruntées à la Bible, aux hiéroglyphes, au dernier film de science-fiction qu'elle a vu, et même au manuel de jardinage. Elle parle encore et encore et peut faire croire aux adeptes qu'elle est un être miraculeux. La puissance de la Terre. Donc quand on a besoin d'une onde de forme qui correspond à la puissance de la Terre, je prendrai cette onde de forme et que je poserai suivant les degrés que l'on va relever, suivant ce dessin que j'ai fait. Donc ça va nous permettre d'utiliser certaines ondes pour notre agriculture, dans différents domaines scientifiques. Autrefois, dans une autre vie, Marie-Emmanuelle était ingénieure, chercheur au CNRS. Aujourd'hui, elle est l'assistante scientifique du gourou, chargée de vérifier les théories de Maïté quant à l'influence des rayons cosmiques sur l'agriculture. Elle est absolument convaincue que Maïté commande aux nuages, que Maïté seule est en mesure de rétablir l'harmonie du monde. Marie-Emmanuelle, l'ingénieure de haut niveau, n'en finit plus de commenter avec les autres adeptes les métamorphoses de l'herbe. Il n'y a pas une qualité comme ça encore, on dirait presque du gazon, mais ça me fait plus penser, tu sais, à l'herbe que tu avais ramenée du Pérou. On a une nouvelle herbe qui pousse maintenant, et elle pousse particulièrement en relation avec 3 dessins qui ont été posés. Donc ici on a une lettre M. Là-bas on a le symbole du caméléon qui est un symbole feu-eau. Donc on voit qu'à la tête du caméléon, l'herbe a une texture différente, enfin, plus fine, plus verte et plus fine. Et dans le rectangle où on est en ce moment, eh bien, à certains angles, l'herbe a également changé. Les théories du gourou ont déjà force de loi. Quelques mots ont suffi pour que Marie-Emmanuelle rejette la science des écoles, des universités et des laboratoires. C'est un plus par rapport à la démarche que j'avais jusqu'à présent, qui était une démarche tout à fait rationnelle, analytique, et qui ne laissait pas toujours place forcément à nos profondeurs. Et là, eh ben, ça fait appel à des choses beaucoup plus, je dirais pas personnelles, mais beaucoup plus profondes. Il faut aller chercher au-delà des fois de notre tête, mais chercher dans nos tripes un peu les résultats, enfin, chercher dans nos tripes l'explication, vivre par rapport à notre corps, vivre par rapport à notre intérieur aussi. Les adeptes de Maïté n'ont pas encore de temple. Ils n'ont pas eu le temps de le construire. Maïté elle-même affirme qu'elle est encore en recherche, qu'elle n'a pas trouvé toutes les réponses qu'elle espère. Un jour sûrement, les grands esprits et les voies de l'univers finiront par tout lui révéler. Sa science deviendra religion. Ce jour-là, les dévots de Maïté cesseront d'aligner des galets dans les champs. Ils étaient citoyens, ils sont devenus des adeptes. Voici les autres membres de la secte, des cadres, des banquiers, des professeurs, des médecins. Leur quotidien aujourd'hui, scier du bois, transporter des galets, garder des chèvres. Et c'est devenu la raison de vivre d'Eliane, banquière et riche héritière. Autrefois, eh bien, je m'ennuyais. Les gens riches, eh ben, ils s'ennuient. Ils ont beau aller s'acheter la super dernière voiture, aller faire des voyages à l'autre bout du monde, eh bien, ils s'ennuient. Ils s'ennuient pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vraie vie qui passe. Et la vraie vie, ben, c'est quelque chose de chaque instant. Moi, depuis que je suis ici, eh bien, ma vie, elle est pleine tout le temps. Avant, il y avait un manque. J'avais toujours un manque de quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais j'étais en demande de quelque chose. C'est ce qu'on peut appeler des désirs ou des choses comme ça. Mais ça ne me suffisait pas. Alors que ici, eh bien, c'est tout en plein, ma vie. J'ai besoin j'ai besoin de rien.
Même état d'esprit chez Jacqueline, professeure d'anglais. Voilà, j'avais envie de changer de vie. Le métier d'enseignant, bon, c'est quelque chose pour moi qui est noble, qui est quelque chose qui devrait être noble et qui ne l'est plus. Alors, j'ai décidé de vivre autrement. Et puis j'ai trouvé donc ce groupe et je me suis investie et j'y suis bien. Tous se prétendent heureux ici. Ils réalisent leur rêve d'un retour à la terre. Tout ce qui était leur vie avant, ils s'en sont débarrassés. Ils ont vendu leur maison, leurs meubles, tout ce qu'ils possédaient. Ils ont mis tout leur argent en commun pour acheter les terres de la communauté. Tiens, attends, j'ai retrouvé ça. Tu coupes d'abord et après tu pourras faire sauter. Où est passé l'argent? Qui possède vraiment cette fortune qu'ils ont constituée en se ruinant individuellement? Pour eux, ces questions n'ont pas d'importance. C'est Maïté qui gère les comptes. Maïté sait ce qu'elle fait. Maïté sait et ça leur suffit. On la tourne. C'est pour ça que c'est bien, parce que c'est simple. Et la société, on est dans un truc compliqué et sans s'en rendre compte, en fait, c'est toujours très compliqué. Le moindre truc, faut aller au boulot, la moindre chose qu'on fait, c'est compliqué, alors que là, c'est simple. C'est ça la source, quoi. C'est ça, la simplicité. Et ça, tu le retrouves en étant justement avec les animaux, avec la nature, avec les gens. Ouais, on se découvre. La communauté, c'est enrichissant. S'accepter les uns les autres tels que l'on est, tous différents les uns des autres. Denise était infirmière. Elle est aujourd'hui devenue l'une des adeptes les plus zélées de Maïté. Qu'importe le regard que le monde extérieur pourrait porter sur elle. Qu'importe le fait qu'elle souffre d'être séparée de ses propres enfants que son mari a réussi à extraire de la secte. Qu'importe tout cela si l'on peut progresser chaque jour plus loin dans la voie tracée par Maïté. Descends plus bas. Allez, vas-y. Alors maintenant tu vas plus fort. Allez. Un chant et des adultes qui hurlent. Derrière ces images se cache ce que les adeptes d'Horus sont venus chercher ici. Ces femmes et ces hommes ne veulent plus penser. Maïté les débarrasse de leur mental. Tout est bon pour vider son esprit de toute pensée rationnelle. Les sons vont nous permettre de rentrer en résonance avec notre propre univers intérieur. Et à partir de là, on va arriver, en faisant développer cette sensibilité, à nous mettre en résonance avec les sons de l'univers, avec les sons de la nature. Nous essayons justement de maîtriser le mental, de façon à avoir le cerveau, je dirais, le mental libre pour bien capter tous ces éléments qui sont autour de nous, toutes ces énergies qui sont autour de nous. Et le mental, c'est vrai que ça fait un sacré blocage quand on est toujours en train de penser, qu'on a toujours des pensées qui montent à la surface. On est complètement coupé de la nature. Quelques mois d'un tel régime à s'en rendre sourd, et le gourou fait de vous ce qu'elle veut. Elle m'a aidé à me mettre en contact avec ma nature profonde, voilà, à devenir vraiment moi-même. Et ça, en fait, c'est ce que devraient faire des parents. Les parents, en fait, quand ils éduquent un enfant, ils devraient en faire un être qui est en pleine possession de ses moyens, qui a développé toutes ses capacités et qui est un être totalement autonome, qui peut se débrouiller sans les autres, qui peut avoir toute sa force, toute sa personnalité, sans dépendre des autres. Et qui à ce moment-là, parce qu'il est devenu un être entier, et bien à ce moment-là, il peut aider les autres. Et tu vois, on reproche à Maïté en fait, de faire du pouvoir sur les autres. En fait, c'est le contraire. Elle va
nous amener justement à devenir nous-mêmes. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et en fait, elle fait simplement un travail d'éducation que devraient faire les parents. On te doit tellement. Je sais pas si tu te rends compte de toute l'endurance pour arriver à ça, pour arriver à aider les gens à trouver la beauté de la vie. Pour moi, c'est un combat permanent, c'est un combat très difficile. Elle en a bavé pour nous amener à ça. Pour nous Mieux que personne, Maïté sait utiliser les sentiments. Excellente comédienne, elle s'est tirée parti de la présence de la caméra pour jouer son rôle de victime persécutée par la société entière. De nos jours, ça n'existe plus, ça. Les membres de la communauté Horus n'ont plus de contact avec le monde extérieur. Mais Maïté ne cesse de leur répéter qu'ils sont une citadelle assiégée par d'innombrables ennemis. Les ennemis, ce sont avant tout les familles des adeptes. Il y a un parti pris obligatoire, spontané, des gens à l'extérieur comme quand il s'agit de nous. Tout de suite. Je ne cherche pas à comprendre. D'emblée, c'est comme si on était des extraterrestres. Tu vois. Les terriens, pour les extraterrestres, ils ont peur. Et ben nous, ils nous voient, ils ont peur. Il y a un a priori négatif. C'est vrai. Oui. Et même ceux qui se veulent ouverts et qui disent le contraire, c'est plus fort qu'eux. Moi, sincèrement, je le crois. Au début, je ne pouvais pas imaginer une chose pareille, en fait. Quand tu vis normalement dans le monde habituel, et ben, que les gens te respectent en général, et surtout nous, hein, profs. Oui, oui. Et puis tout d'un coup, tu passes paria. On a un rapport d'inspecteur qui dit qu'on est un très bon professeur, d'excellente qualité, tout ce que tu veux, quoi, puisque chaque année on est contrôlé. Et donc tout va bien, impeccable, et du jour au lendemain, on devient la pire des pires. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'on fait, Jack? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On fait quoi? On vit ensemble? Ben nous, on n'a plus peur. Nous, on n'a plus peur. On n'a plus peur, on s'est libérés, ça fait peur aux gens. Parce qu'eux, ils vivent dans la peur. Toi, tu dis que tu n'as plus peur, et moi, j'ai encore peur. Oui, mais en fait, dans l'ensemble, et en plus, on risque d'apprendre ça à nos enfants. Alors, quelle horreur, apprendre à des enfants de se libérer. Ouais, c'est sûr. C'est plus possible. Qu'est-ce que la société va faire si elle ne peut plus les mener à la baguette et leur faire ce qu'elle veut? Ce qu'on me reproche, c'est d'être là, d'être avec ce groupe, d'être heureuse justement, peut-être. Peut-être que c'est pas possible pour la société de voir quelqu'un comme ça. Et du jour au lendemain, bon donc on m'a même pas laissé le choix, on m'a pas laissé ni à mon fils, on n'a pas laissé le choix et on lui a dit bah tu pars tout de suite avec ton père. Et son père donc me l'a arraché des bras. Il est parti sans rien, sans que j'aie le droit de lui faire un bisou, sans aucun vêtement, rien. On me l'a arraché des bras. On me l'a arraché si c'était comme ça. Le fils et le mari de Jacqueline, nous les avons rencontrés à Bourg-en-Bresse. Albert Maganien a accepté de témoigner parce qu'il veut éviter que d'autres vivent le cauchemar qui a commencé le jour où sa femme a rejoint Horus. Dans l'espoir de libérer sa femme et son fils de l'emprise de la secte, Albert a pris le risque de partager leur vie dans la communauté. Il y est resté 1 an. Sa femme n'a pas voulu en sortir. Il a fallu des mois de bataille juridique pour qu'Albert récupère Anthony et obtienne sa garde. Son jugement sur Maïté est sans appel. Alors, quand mon épouse est partie dans cette secte, moi je lui disais, bon c'est une expérience, au bout d'un moment il faut quand même revenir, penser à reprendre ton métier, et ainsi de suite. Et puis là, elle a énormément insisté en me disant, mais non c'est formidable là-bas, il faut absolument que tu viennes, tu verras, tout va bien, on est tous heureux, tout se passe comme il faut, on vit des choses formidables. Alors personnellement, bon, j'ai continué à exercer mon métier normalement, et puis au bout d'un moment, je ne voulais ni perdre le contact avec elle, ni avec mon fils, qu'elle avait emmené là-bas, et donc je me suis mis en disponibilité pour la rejoindre et voir exactement de quoi il s'agissait. Et je suis parti en ayant des doutes, en étant quand même vigilant sur sur tout ce qui pourrait arriver. Et puis les craintes que j'avais au début, c'était un peu masqué donc par cette façade de communauté agraire, par tous ces gens qui étaient quand même des gens assez sérieux et qui sont partis ensuite. Et c'est donc après que l'aspect sectaire s'est franchement révélé. D'ailleurs, le gourou, tant qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas manipulables, qui tenaient bien la route,
en fait, elle ne se manifestait pas tellement comme un gourou, mais c'était plutôt une organisatrice qu'une personne qui voulait faire avaler n'importe quoi et qui demandait à ce qu'on lui obéisse aveuglément. Ce qui a eu lieu par la suite, par contre. Qu'est-ce que fait Maïté du pouvoir qu'elle a sur les gens? Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle en profite pour les enfoncer dans leurs problèmes personnels, pour leur faire croire que s'ils ne sont pas avec elle, il n'y a aucune chance de salut. Et puis aussi, pour certaines personnes qui ont une tendance à être orgueilleuses, à vouloir être plus fortes que les autres, elle joue sur leur orgueil pour leur faire croire qu'ils ont une mission spéciale à remplir dans cette secte-là. Une mission même divine, à ses yeux. Anthony se rappelle que dans la secte, il jouait avec Charlotte, Lulu, Pascal. Pour les anciens amis d'Anthony, le monde s'arrête aux limites des terres de la secte. Ils ne vont plus à l'école. Comme la loi les y autorise, leurs parents les ont déscolarisés. Cela ressemble à un camp de scouts, mais l'ambiance débonnaire ne doit pas faire illusion. Comme leurs parents, ces enfants doivent participer à la bonne marche de la communauté. À peine 3 ans, et ce petit bonhomme est déjà pris en main par Maïté, qui lui enseigne les chants sacrés d'Horus. Doucement, chante doucement. La mission de Maïté, c'est de préparer ceux qui l'ont rejointe à l'avènement de l'ère du Verseau. Pour cela, il lui a fallu débarrasser les adultes du poids de leur mental. Elle aura moins de travail avec les enfants qu'elle modèle à son image. Mais si elles sont appliquées aux esprits, les théories de Maïté concernent aussi les corps et la santé des enfants qui naissent au sein de la secte. En fait, on fait 2 petits par an. Je ne sais pas si ça va continuer, mais là, depuis 3 ans, on en a fait 2 petits. Et à chaque fois, c'est moi qui me suis occupée des dames, avec Juliette. Avant de rejoindre Maïté, Régine était sage-femme. Elle s'apprête à nous expliquer comment elle aide les enfants à naître sur place. Soudain, Maïté surgit. Horus a des secrets qu'il ne faut pas dévoiler, mais la caméra continue à tourner. Est-ce que tu crois qu'on est dans un pays libre? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Je sais que c'est bien ce qu'on fait. Je sais, on est dans le vrai. Oui, tout le monde est dans le vrai. Mais on ne peut pas, à l'heure actuelle, dans une société actuelle, de faire les choses dans le vrai. Sermonnée par Maïté, Régine reprendra son interview sous haute surveillance. Officiellement, aucune femme n'accouche chez Horus. Et en ce qui concerne la santé des adeptes, la vérité n'est pas facile à établir. Je suis sage-femme. Mais enfin, ici, je ne prends pas le risque de pratiquer. Parce qu'ici, quoi qu'on fasse, ça nous retombe dessus, tu vois. Si tu fais des accouchements à domicile, c'est mal vu. Tous les médecins qui essaient de le faire, ils ont des embrouilles à n'en plus finir. Donc moi, je ne le fais pas ici. Donc voilà. La fille de Régine, Elisa, a contracté la toxoplasmose. Mais l'idéologie de la secte interdit le recours aux antibiotiques. Les médicaments sont considérés comme des poisons. Elisa a donc été soustraite au traitement des médecins étrangers à la communauté. Je me disais, il faut quand même que je trouve autre chose. C'est pas possible que je soigne mon enfant comme ça, que je l'empoisonne. C'est pas possible que, d'accord, il y a un risque de maladie, c'est une chose, un risque, mais il y a moyen de faire autrement. On est assez, je connais l'homéopathie, je me suis tournée vers l'homéopathie, et l'aromatothérapie aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui faisaient ça. Les homéopathes, l'énergie, des magnétiseurs, enfin. Et tous ces gens-là, ils pensent comme moi. Ils disent, moi aussi, et moi je vais faire comme ça. Je vais sauver ma fille comme ça. Hein. Donc on a mis en place traitement, homéopathie, des tisanes, et puis la vie qu'on mène ici.
Aujourd'hui, on ne sait pas si la toxoplasmose laissera des séquelles à Elisa. Le docteur Doucet-Bon a tenté de suivre la fillette et d'autres enfants de la secte. Il s'est heurté au refus clair et net des parents. Pour lui, une seule conclusion s'impose aujourd'hui. Dans les cas que j'ai eu à connaître de ce groupe, il est bien certain que les enfants sont victimes de sévices, soit psychologiques, soit physiques. Ces enfants qui jouent sont-ils en danger? Il y a quelques mois, Thibaut, 4 ans, a attrapé le tétanos. Son cas est unique en France. Pourquoi a-t-il failli mourir d'une maladie qui ne tue plus les autres enfants depuis longtemps? J'ai mon fils de 4 ans qui est tombé malade. Donc, il avait tous les symptômes un petit peu d'une méningite. Donc je l'ai emmené tout de suite à l'hôpital, évidemment, comme n'importe quelle mère l'aurait fait. Et finalement, il s'est avéré que c'était le tétanos. Alors, bon, ça a été très grave, il a été soigné et on nous a accusés de ne pas l'avoir fait vacciner. Alors qu'il a été dûment vacciné. Évidemment, je suis infirmière, je sais très bien les dangers du tétanos et il n'était pas question que je ne fasse pas vacciner mon enfant contre cette maladie. Alors, seulement, comme nous sommes dans un groupe, on nous a tout de suite suspectés de ne pas avoir fait la vaccination. À l'hôpital de Valence, on se souvient parfaitement de Thibaut. Médecins et infirmières se rappellent surtout du calvaire de cet enfant. J'ai jamais, je crois, vu souffrir un enfant de la sorte. Et cet enfant, lorsqu'il est parti sur Lyon, lorsque je l'ai envoyé donc, dans le service de Professeur Fleuret, était sous morphinique pour calmer sa douleur et qui ne la calmait pas, qui ne calmait pas ses contractures. Il fallait le déconnecter complètement avec le curare pour calmer les contractures de cet enfant. Il détruisait ses muscles. La signature biologique de cette destruction, on l'a. C'est une douleur dépassant tout ce qu'on peut imaginer. C'est une douleur qui vous arrache les larmes. Et c'est pas possible, j'allais dire, j'ai été très choqué par la suite de la réaction de son père qui m'affirmait que cet enfant était vacciné, et ça j'étais très choqué. Qui a vacciné Thibaut? Coïncidence, le nom du médecin qui a signé les certificats de vaccination apparaît dans un document officiel où sont recensés tous les membres de la communauté d'Aurus. Est-ce que tu as vacciné ce gamin contre le tétanos? Oui, bien sûr, je le réaffirme encore une fois, cet enfant, je l'ai bien vacciné du tétanos. Il a eu ses 4 injections d'été polio réglementaires, comme il devait avoir pour un enfant de 4 ans. J'ai la conviction, la certitude, d'avoir été mis en présence de faux certificats de vaccination, puisqu'on a pu ensuite tout à fait documenter que cet enfant n'avait aucune défense contre le tétanos, aucun anticorps contre le tétanos, et contre d'ailleurs les 2 autres maladies contre lesquelles il avait été censé être vacciné, à savoir la diphtérie et la poliomyélite. Le docteur Boilon-Masculi a-t-elle signé de faux certificats de vaccination? La justice et le Conseil de l'ordre ont été saisis. Les accusateurs du docteur affirment qu'elle adhère à l'idéologie de la secte qui prône le retour au temps où la vaccination n'existait pas. Ici, dans les collines de la Drôme, le tétanos, une maladie presque disparue, a de nouveau failli tuer. Un étrange document, communiqué par un familier de la secte, éclaire ces faits de façon inquiétante. Ce document, c'est en fait la liste noire de la communauté, tout ce qu'elle rejette. À côté de la pornographie, de la psychanalyse, la vaccination figure en bonne place. La vaccination systématique et répétée détruit le système immunitaire, prépare dégénérescence, cancer, maladies cardiovasculaires et mentales. Plus loin, sous le titre « C'est quoi être fasciste ?», on retrouve la même condamnation des vaccins. Ce document se réclame ouvertement d'Alexis Carrel, fervent admirateur de Mussolini. Si c'est refuser les vaccinations systématiques qui détruisent le système immunitaire, agençant dégénérescence, cancer, maladies cardiovasculaires et mentales, alors oui, je suis fasciste et fier de l'être. La théorie de Maïté sur les vaccinations, c'est que ça fait perdre au corps sa pureté, ça fait perdre aussi à l'âme sa pureté, et ça empêche les gens d'accomplir la soi-disant mission divine qu'ils devraient accomplir sur Terre. Parce qu'elle manipule aussi les gens avec cette peur qu'ils auraient une mission divine à accomplir et qu'ils ne l'écoutent pas aveuglément, cette mission divine. Ils ne l'accompliront pas et alors ils ont droit à l'enfer. Carrément. Donc la théorie des vaccinations, c'est relié à un tout qui fait partie de ces délires spirituels. Donc cette année 80. Les autorités françaises savent-elles ce qui se passe dans la communauté d'Aurus?
Le maire de la commune où s'est installée Maïté ne cesse d'attirer leur attention. Les lettres qu'il adresse à la préfecture, au conseil général, au procureur de la République, à la DAS, restent sans effet. Le dossier grossit et personne ne semble s'inquiéter. J'aimerais aussi qu'on puisse contrôler les enfants et s'assurer quand même qu'ils sont bien traités, ce dont je doute. C'est notre plus grand souci, hein, ce sont les enfants qui sont déscolarisés, coupés du monde actuel. Je sais bien que bon, pour ce centre, le monde actuel ne vaut rien, mais ces enfants n'ont aucune activité sportive, culturelle. Je crois que c'est un très gros souci pour nous. Hein. Monsieur le maire, vous aviez l'air d'être déçu par les réponses que vous avez reçues du procureur de la République, que vous avez reçues du Conseil général. Vous avez l'air assez déçu du manque d'enthousiasme des autorités pour se pencher sur le problème. Oui, ça, déçu, oui, évidemment. On me répond qu'il y a un vide juridique, à la limite que tout va bien, puisque les enfants sont avec leurs parents, ou qu'on ne peut pas intervenir parce que bon, l'État pourrait être condamné, ce que m'a dit un jour le préfet. Il est évident qu'on attendait quand même plus d'activité, je dirais, et de soutien de la part des pouvoirs publics. Et actuellement, je me sens seul. 800 sectes comme celle d'Horus se développent aujourd'hui en France. 50 000 hommes, femmes et enfants s'y sont perdus. Les autorités républicaines ne semblent ni vouloir ni pouvoir arrêter le règne des gourous. Hantakete we me, hantakete we.